Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Setikos. Aujourd'hui, c'est une vidéo consacrée aux destroyers en général, donc contre-torpilleurs ou torpilleurs. Et j'ai choisi d'opposer deux gameplays différents, très différents, et d'autant plus différents que ce sera avec deux navires tout à la fois à la dénomination différente, mais au rang différent. Alors, il n'est pas extrêmement différent, mais il en reste un petit peu. Nous allons parler de l'Aigle, dans un premier temps, le tier 6, ce qui est un contre-torpilleur, qui est presque un petit croiseur dans le jeu, donc français. Et nous allons l'opposer en termes de gameplay au Shiratsuyu, qui est le japonais de rang 7, que je vous montre là. On enchaîne tout de suite sur le Shiratsuyu, voilà. C'est le japonais, c'est le torpilleur, voilà, c'est le successeur du Fubuki, voilà, bon, c'est un navire que j'aime beaucoup, qui est assez spécial à jouer, mais qui se joue tout dans la furtivité, dans le torpillage, etc. Et pour vous montrer la différence, j'ai décidé, si vous voulez, de faire une vidéo avec un seul point commun, la map. La map, c'est la carte estuaire, que vous connaissez bien. Alors, c'est vraiment une carte qui est faite pour les destroyers, en général, mais voyons si elle est faite pour les torpilleurs ou si elle est faite pour les contre-torpilleurs. On commence par le contre-torpilleur, l'Aigle, et on continuera avec le Shiratsuyu. J'ai choisi un seul et même pilote, un spécialiste des DD, Polon. Pour vous montrer ça, c'est quand même le meilleur du joueur de DD que je connaisse. Donc j'ai tendance à lui faire confiance lorsqu'il joue avec un navire, et à voir un petit peu quelle tactique il utilise peut être toujours intéressant, toujours instructif. Donc à tout de suite en bataille. Et là on commence cette première bataille avec l'Aigle. L'Aigle de Polon. Alors on est avec Polon, un excellent joueur de DD, comme vous le savez si vous venez souvent sur ma chaîne. Je mets assez régulièrement ces batailles en destroyer parce qu'elles sont spectaculaires, et elles sont instructives. Là, il est avec un aigle, donc on en a un petit peu parlé à la présentation, je ne vais pas répéter. Il est tout seul, c'est véritablement un contre-torpilleur de type, on va dire, c'est quasiment un croiseur, quoi, un petit croiseur léger. Il est sur la carte estuaire en mode de domination. Et comme d'habitude, le point D semble attirer irrésistiblement les navires verts, puisque même, et là je vous le montre, le cuirassé qui est ici, le Octopskaya, ne monte pas, ne va pas vers A. Il préfère traverser toute la map. Alors que l'Arizona, qui est un navire assez lent, lui, semble vouloir appuyer le Königsberg Takatsuki et l'Aigle de Polon. L'Octopskaya, lui, s'en va. Le King George, je ne sais pas encore ce qu'il va faire. Il est au centre de la map, on le voit. Il est véritablement. Il est vraiment au centre, en train de rentrer dans B. Et il fait toujours tout droit. Alors, on va redonner la main à Polon. Et on va regarder comment il se débrouille. Le souci pour lui, c'est que l'Akatsuki est en train déjà de perdre pas mal de vie, qu'il y en a un qui a réussi à le repérer et qui a tiré dessus, donc il ne va pas hésiter à être pris en grille par les uns et les autres. C'est un navire redouté, mais c'est aussi un navire facilement repéré, donc qui peut attirer l'attention sur lui, et qui peut donc attirer les tirs. Il est repéré à 7 km. Voilà, le Busca a torpillé la Katsuki. Manque de peau. Du coup, A va être... vous voyez que Polon n'y va pas. A va être pris probablement par le... par les rouges. Là, il essaye de mettre un incendie sur le King George. Il n'a pas la prétention de sortir le King George. Voilà, il lui a mis un incendie. Le King George a tiré pour le sortir lui.
Il est à la HE et le Warspite aussi. Et lui, il est à la P. Alors attention, s'il y a un croiseur qui se pointe vers lui, c'est le York. Là, il essaye de retrouver le King George, voilà. Et l'incendie tourne. L'incendie tourne. Oh oh. Est-ce qu'il va nous couler le King George à l'incendie ou pas? Et voilà. On a détruit un cuirassé ennemi. C'est terrible. Ce sacré Polon. Il sort un cuirassé avec son aigle. Vous noterez qu'il n'est pas rentré dans le cap. Vous noterez qu'il n'est pas parti en dogfight contre d'autres DD. Il se contente de faire du spot et de jouer comme un véritable petit croiseur léger, très en retrait. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas trop d'appui. Hein. Donc c'est pas... Là on le voit sur une ligne non protégée. Reste à savoir ce qu'il ferait s'il était en train d'accompagner toute une ligne de cuirassés. Là, il y a eu un petit lag, ça n'a rien à voir avec moi ou avec votre ordinateur. C'est un petit lag dû à la partie, j'ai l'impression. Même motif, même punition, il essaie de mettre un incendie. Il est à 18 de dégâts. A priori, il n'est pas question qu'il utilise ses torpilles. Là en l'occurrence, non. Les torpilles, c'est 7 km. Allez, incendie sur le Warspite. Mais il les a éteints tout de suite. Bon, il s'est mis dans son nuage de fumée. On va essayer de lui mettre ce deuxième incendie qui est absolument indispensable pour faire monter son ratio de dégâts. Le Warspite n'est plus vu. Ça y est, il a mis l'incendie. Ça va monter. Voyons ce que le Warspite fait. Le Warspite, non, ne rentrera pas dans ses torpilles. Ah, s'il avait attendu 5 secondes de plus. Enfin bon, rien ne dit qu'il aurait torpillé. Hein. Les torpilles françaises sont assez lentes, d'après ce que je sais. Les rouges qui ont déjà perdu de cuirassé. Ah, le Warspite semble vouloir mettre de la bonne volonté. Non, les torpilles, ils touchent pas les torpilles. Ils s'occupent pas du tout de l'aigle. Là, par contre, tout le monde s'occupe de lui. Le Busca, sans vouloir partir à la chasse à l'aigle, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Le Busca est un tier 7, beaucoup plus moderne que l'aigle en IRL. Je rappelle que le Busca est un destroyer polonais. En fait, c'est le fruit de la collaboration entre la Pologne et la Grande-Bretagne. Et c'est la Pologne d'après-guerre. Hein. Et le Busca est réputé dans le jeu être un tueur de destroyers, un très bon chasseur de destroyers, un peu comme le Leningrad. Vraiment un navire dont il faut hautement se méfier. Donc pour l'instant, c'est pas si mal ce qu'il fait. Hein. Il a fait son petit kill, il est à 37 de dégâts. Le Busca renonce à le poursuivre. Il n'est pas utile alors qu'il y a plein de navires qui le soutiennent. Il n'est pas utile qu'il parte à la chasse de Polon alors que les autres sont derrière lui mais ne s'occupent pas du tout de Polon. Et il continue à se battre le Warspite. Et voilà, incendie sur le Warspite. A priori, il joue son français comme il joue ses russes. Moi jusqu'au Kiev ou au Minsk.
C'est-à-dire se faire oublier et ensuite puis donner au canon. Warspite continue de brûler. Il s'en occupe plus, les dégâts continuent à monter sur Warspite. Il s'est mis sur le Gneisenau dans l'espoir de mettre aussi un incendie. Là, il revérifie. Ouais, il y a toujours les incendies sur le Warspite qui est en train de brûler, qui va avoir du mal à échapper à la destruction. Et il continue à distribuer généreusement des chouquettes ici et là. Alors, est-ce que le Warspite va couler? Je crois que l'incendie s'est arrêté pour le Warspite. Le Warspite qui s'éloigne et qui ne veut pas en prendre un autre. Et c'est l'Iquarius qui le prend en chasse maintenant. La victoire est à notre portée. Bon, ça c'est récurrent chez les navires français, les destroyers surtout. Le gouvernail qui est cassé. Il ne le répare pas. Ce n'est pas une stratégie tactique habituelle. C'est simplement que pour l'instant, on n'a pas besoin de réparer. Il va dans la bonne direction. Le Gneisenau se va brûler à son tour. Ouais, le Gneisenau qui brûle. Il ne le voit plus, mais ça ne saurait tarder. Il va réapparaître. Le Warspite semble s'en être tiré. On ne sait pas comment, mais il a réussi à s'éloigner de... Enfin, le seul qui pouvait le sortir, c'était Polon, mais il a réussi à s'enlever du... Et à re-healer, c'est ça qui est terrible. La victoire est à notre portée. Allez, il faut sortir le Gneisenau. Et il remet l'incendie. Et voilà, deuxième kill. Cuirassé ennemi détruit. Ah, et de nouveau le moteur cassé. Vous voyez, bon, ça c'est récurrent chez les Français et les Anglais. Rien à faire. C'est même plus terrifiant d'ailleurs, à quel point la faiblesse insigne de ces... Comment dirais-je, du gouvernail du moteur, c'est affolant. Les rouges, ils sont en train de regrignoter. Ils sont revenus à une unité, un kill de retard, mais surtout ils sont en train de recaper. Alors ils capent, le seul possédé est en difficulté, il pourrait bien être capturé. Par contre, eux sont en train de mettre en difficulté B. L'Iquarius qui essaie de caper, mais ça risque d'être chaud pour lui. Le Warspite qui réapparaît, mais il est un petit peu trop loin pour que Polon l'achève. Il est remonté de la fuite de vie. Fin de la game. Une game qui est gagnée un tout petit peu de manière un petit peu bizarre, parce que petit à petit les rouges avaient repris, avaient réussi à se reformer. Et si la bataille n'avait autant, la bataille aurait pu basculer pour les rouges. 2387 points d'XP, donc 2 kills, 118 coups au but, c'est pas mal du tout. 9 incendies, c'est un petit 7% on va dire. Pas terrible. Il est fini que 4ème, je vous l'ai dit, hein, pour que Polon finisse à ce niveau-là. Et pourtant, c'est une game très révélatrice de ce que peut faire l'Aigle. Que c'est pour ça que je l'ai mis. Il n'est pas premier, d'accord, mais c'est assez révélateur de ce qu'il peut faire. Notez quand même que c'est une division de 3 joueurs du même clan qui occupent 3 des 5 premières places. Donc voilà, quoi, ça aide. 20 000 de dégâts sur le Gneisenau, 17 sur le King George, 29 sur le Warspite. Ça s'explique par le fait qu'il a fait 47 000 de dégâts rien qu'à l'incendie, ce qui est énorme, contre 23 000 seulement à la HE, en obus, en dégâts avec les obus.
Pour le reste, il a parcouru 61 km et fait 532 000 en termes de dégâts potentiels. Il a encaissé pour 532 000, ce qui est correct, c'est pas mal du tout, parce que quand on voit la fragilité de ce navire, faut pas qu'il prenne des dégâts, quoi. Au mieux, c'est le moteur qui est cassé, au pire, il se fait dissouder très vite. Allez, on est parti, on est sur la base, sur la map estuaire, en mode capture de base, avec Polon. Polon qui voilà une bataille, une des premières batailles dans son nouveau clan. Il a quitté notre clan, la DML, mais il continue à envoyer des replays, c'est sympa à lui. Or, la curiosité, c'est qu'il tombe sur un membre du clan, qui est resté dans le clan, lui, Thomas, qui est sur son char North et qui donc va être en face. Petite originalité pour cette bataille sur la map estuaire, en tier 6, tier 7, à part un tier 5 de part et d'autre. D'ailleurs, à chaque fois, c'est un Furutaka, d'ailleurs. Mais pour le reste, c'est surtout des tier 6 et des tier 7. Le Chiratsuyu de Polon sera donc à l'aise pour jouer tout à la fois les scouts, hein, les éclaireurs, et éventuellement... et d'ailleurs, vous voyez, Thomas qui appelle Polon, qui lui dit, je ne sais pas si Polon avait remarqué que Thomas était en face. Ils ont déjà fait équipe ensemble. Donc là ils se retrouvent face à face et dans des clans différents. Ah ben c'est la vie, les choses changent, les gens évoluent, ont besoin de changer d'air, ce qui est tout à fait normal. Et là pour le coup, donc Polon tombe sur le Mutsu, donc on n'a pas regardé un petit peu la composition de cette équipe. Il va y avoir contre Polon un Ranger. Beaucoup de cuirassés, hein, Lyon, Gleisnow, Charnors, Queen Elizabeth, Mutsu. Ça fait quand même 5 cuirassés. 4 croiseurs, je compte. Myoko, Aoba, Bakarov et Furutaka. Et 2 DD, Akatsuki et Mas. Il se trouve que c'est l'Akatsuki qui est en face de lui. Alors là, c'est difficile de savoir pour qui on est. On aimerait bien que... J'aimerais bien que les membres de mon clan gagnent, mais est-ce qu'il va gagner? En même temps, je peux pas faire ça pour long. C'est un ami. Ah, c'est compliqué. En tout cas, c'est un joli lancer de torpille sur le Myoko. Reste à savoir comment ça va se passer. Il va au moins en prendre une. Deux. Là, le Myoko a pris très cher. J'ai pris 2 voies d'eau qu'il a été obligé de colmater. Et là, maintenant, il va être rendu beaucoup plus prudent. Et en même temps, obligé de tourner parce qu'il va l'obliger à montrer son flanc. Et il risque de prendre très cher le Myoko. Faut que le Gleisnow arrive là. Alors c'est un gros push des rouges, hein. Il y a vraiment un gros push des rouges. Le Polon qui va se bitcher. Il veut finir le Myoko. Ça y est, repéré l'avion. Il faut qu'il mette son... Est-ce qu'il va mettre son nuage de fumée? Là, il est plus repéré. L'avion, ça va être l'avion du Myoko, est parti ailleurs aussi, ça c'est l'avion du Myoko. Et le Myoko qui est en train de tourner désespérément pour éviter les torpilles, parce que l'avion les a repérés, probablement les torpilles. Et le Myoko devrait pouvoir s'en échapper de justesse. Et les torpilles qui étaient pas mal, hein, pour la Katsuki ou le Myoko, les torpilles n'auront touché personne finalement. Là, il passe à côté du Gleisnow. On vient d'entendre un obus frapper le Gleisnow. Et donc, on continue de tirer sur le Gleisnow. Torpille, probablement celle du Furutaka. Pour l'instant,
il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Le push des deux côtés, d'ailleurs, est assez sympathique. Les rouges sont peut-être plus agressifs, mais comment dirais-je, ils vont devoir affronter comment dirais-je, un bon placement avec les cuirassés Gneisenau et Scharnhorst. Le Furutaka, alors j'ai pas vu où était le Scharnhorst. Le Scharnhorst n'est pas de ce côté-ci de la map, il est de l'autre côté. Alors, le Myoko, non, c'est le Furutaka, je regarde ce que les torpilles. Ah, c'est pas probable. Alors, regardez comment Polon évalue et avance vers la flotte ennemie pour pouvoir tirer ses torpilles. Il avance vraiment au zigzag. Alors là, par contre, il a vu que la Katsuki était en train de venir vers lui. Est-ce qu'il va le finir? Le Furutaka s'en va, donc les torpilles ne le toucheront pas s'il tire. Il faut surtout éviter, parce que là, il est très près des positions ennemies. Il faut absolument qu'il évite de se faire voir par la Katsuki, qui est juste à la limite de sa dissimulation. Et là, il est en train de se rapprocher, vous voyez, des... Il s'apprête à couper la ligne des ennemis et de frapper le Gneisenau dans le dos. Un coup suivant. Gneisenau qui avance à très petite vitesse et qui même recule. Polon l'a intégré. Ouais, le Gneisenau, il réavance. Aïe aïe aïe. Les torpilles ne devraient pas porter. Quoique. Ça va dépendre si le Gneisenau démarre de façon assez foudroyante ou pas. Mais la position de Polon, c'est pas à refaire. C'est très rare qu'on puisse avoir un tel placement et être tranquille sur ce placement aussi longtemps. Sur ce genre de map, il y a toujours un navire qui passe dans le coin et qui peut vous repérer. Et voilà, 3 torpilles au but, 3 voies d'eau. Le Gneisenau est arrêté sa voie d'eau. Pour autant, il ne change pas sa stratégie. Plus que 30 secondes. Et là, il vient de se prendre 3 énormes torpilles. Un gros impact. Ah, c'est très long. Et oui, il recule. Le Furutaka est en train de se pointer. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas flinguer le Furutaka avant? Ah, le Furutaka est à la limite de la détection. Il est sur le point de le détecter, donc Polon s'en va. Il n'a même pas pu lancer ses torpilles sur le Furutaka. Ce qui aurait été un joli coup d'ailleurs. Je pense qu'il aurait réussi à toucher. Là, le Furutaka est en train de rentrer à la base. Et voilà, il ne peut plus lui tirer dessus. À moins que le Furutaka... Non, il ne changera pas sa tête. Il va vers la base. Il se relocalise. Par contre, on n'a pas vu, mais il a visé le Gneisenau. Il a visé le Gneisenau qui a pris cher. Il ne reste plus que 14 000 points et qui s'en va affronter la flotte verte qui est là. On le voit, hein, je sais pas ce que c'est ça. D'accord. On voit, mais Polon n'a pas, à proprement parler, fait beaucoup de kilomètres. Et là, le Gneisenau, il est mort. Hein. Merci. Au revoir, le Gneisenau. Voilà. Terminé. Gneisenau coulé. Alors que l'équipe verte demande à ce que l'on tape sur Thomas, qui semble être le navire le plus dangereux de l'autre côté. La flotte rouge ne demande pas son reste. Hein. Elle est en train de partir, elle a fait demi-tour. Globalement, les deux équipes sont relativement proches l'une de l'autre. Mais il est certain que là,
la perte du Gneisenau a flanqué un gros coup. Alors, il a lancé ses torpilles sur le Furutaka, qui est là-bas. Ah. La partie aura été extrêmement, comment je veux dire, très stratégique cette partie avec Polon. On l'a pas vu faire des grands coups épiques pour l'instant, mais c'est plus des petits torpillages en fourbe. Là, je pense qu'il a repéré le Makarov, qui est pas loin du tout et qui se pointe vers eux. Alors est-ce que, ouais, je pense que c'est, je pense qu'il va. C'est Makarov qui le vise. Le Makarov va prendre très très cher. Par contre, il faut qu'il fasse attention. Non, le Makarov est en train de tourner. Le Makarov est en train de tourner. Il n'a pas pu repérer les torpilles. Je pense que c'est juste un coup de chance. Voyons ce que donne les torpilles sur le Makarov. Je pense que ouais, le Makarov les évitera. Autour du Butsu maintenant, de prendre cher, ou autour du lion? Je pense qu'il a dû repérer le Mutsu, même s'il donne l'impression de viser le lion. Je pense que le Mutsu est beaucoup plus intéressant. Je pense qu'il va charger le Mutsu, oui. Ah, ils se défendent, hein, les rouges. Hein. Furutaka vient de couler de la zone. Vert. Il n'y a plus beaucoup de soutien. Tous les navires de son côté sont partis. Ils sont tous sortis dans leur valve. Et là, Polon n'a plus le choix. Le Mutsu attaque. Attention, torpille Mutsu. Ah, le Mutsu a lancé ses torpilles beaucoup trop tôt. Un petit peu n'importe comment. Là, le Mutsu est mort. Voilà. 4 torpilles au but, une seule voie d'eau a suffi. Frappe dévastatrice. Et c'est quand même le deuxième kill, 117 000 de dégâts. Et maintenant, il part à la poursuite du lion. Alors là, il vient de casser définitivement le mouvement, l'offensive sur ce flanc. Maintenant, bah, il est le maître, hein, parce que le lion ne le voit plus. Et il se rapproche petit à petit. Il se rapproche de la base en toute quiétude. En face, on n'a pas vu, on n'aura pas aperçu de la bataille. Thomas est toujours là. Hein. Il se bat et a priori, il a contribué à prendre avantage sur l'autre flanc pour les rouges. Donc le match est relativement équilibré. Et il se rapproche de la base. Je sais que Makarov et le lion ont l'icône comme quoi ils sont repérés en permanence. Ils savent qu'il y a un DD dans le coin et ça doit passablement les agacer. Parce que ils ne savent pas où il est. Hein. Ah, le Ranger est découvert. Ce qui est étonnant, c'est que le porte-avions ennemi a gardé tous ses avions du même côté. N'a jamais cherché à repérer Polon. Là, il vient de réaliser que le Ranger avancé. Il y a un coup à faire là. Et Polon l'a très bien remarqué. D'autant que les Makarov et Lyon s'éloignent. Donc ils ne sont pas prêts de le repérer. Donc là maintenant, tout va dépendre. Est-ce qu'il est dans un créneau de rotation intéressante des avions du Ranger ou pas?
Si c'est le cas, ben... voilà les bombers. Est-ce que le ranger va s'occuper? Alors, en joueur du porte-avions averti, vous voyez, Polon ne tire pas, il a attendu que les bombers ne soient plus sur son axe. Il ne puisse donc plus repérer les torpilles. Et il s'éloigne. Pas la peine de se rapprocher trop. Le ranger avance à son rythme. Le porte-avions a envoyé ses torpilleurs et ses chasseurs, et ses bombardiers, pardon, et continue sa route tranquillement. Et Polon s'est mis dans l'intervalle où il ne sera pas spoté. Les torpilles sont belles, hein. Ah, elles sont très très belles. Il risque d'avoir très mal. Le ranger, il tourne, il donne l'impression de tourner un tout petit peu. Ouais, quoique, pas sûr. Et boum, une. Boum, deux. Il n'y aura que deux qui ont touché. Pas de voie d'eau. 25 secondes. Et là maintenant il peut attaquer. Il peut attaquer pour aller faire un dépôt. Dans 20 secondes, il fait un dépôt dans la bouche. Même pas dans la bouche. Une gifle de loin. Une pichenette. Ça suffira-t-il? Probablement. Je vois que sur la minimap, il y a le bombardier le bombardier vert qui a envoyé ses avions. Donc voilà, il attend. Ou alors il va au canon. Le ranger est cuit. Hein. Mort pour lui. Voilà, le ranger est cuit. Le ranger est lui qui arrive au canon. Voilà, le porte-avions coulé. La petite chouquette en question, c'est Thomas, sur le champ nord, qui a dû s'amuser à avoir un petit sourire en disant enfin un petit sourire. Tout est relatif, il vient de perdre son porte-avions. Je pense que quelque part, il a dû avoir un tout petit sourire en se disant je vais tirer sur Polon, mais il doit être assez inquiet parce que globalement, la partie est en train de basculer. Elle était jusque-là tout à fait égale. Hein. Là, pour l'instant, Polon n'a vise que le Queen Elizabeth. Il n'a pas encore visé Thomas. Alors, est-ce que c'est par fair play? Parce que c'est un copain. C'est un ancien coéquipier de clan. J'en doute. Je connais son Polon qui est très pragmatique. Il attend une meilleure occasion. D'ailleurs, vous voyez qu'il est... il est plutôt sur Thomas en ce moment que sur... même si le témoin semble marquer qu'il va viser le Queen Elizabeth. Il vise plutôt le charmant de Thomas. Alors là, évidemment, 3-7. Mais Thomas est quelqu'un qui sait jouer son cuirassé. D'ailleurs, il est en train de tourner. Et donc, il va éviter, bien sûr... alors déjà qu'initialement, le Stardust est quand même très, très utile. Et très actif, très, très capable d'éviter les torpillages. Alors, les torpillages lointains, n'en parlons pas. Mais alors, là, comment dirais-je... si en plus vous mettez un joueur qui sait jouer, vous voyez, Polon qui sourit, qui a envoyé un petit message à Thomas, un petit sourire, et Thomas qui lui a répondu « Oui, j'ai vu tes torpilles, camarade. Attends que je te voie. Si je te vois, je te tue. » Et plus que 17 secondes, et Polon, bien sûr, Thomas continue à le poursuivre, il est à la limite de pouvoir le détecter. Et Polon reste là parce que c'est son meilleur, ça va être sa meilleure chance pour le torpiller. Attention, voilà, ça y est, Thomas qui est à nouveau en train de changer de direction.
Ah, une torpille sur Thomas, bien joué. Gros calibre. Il est quand même à 155 000 de dégâts. Je pense que Polon n'obtiendra pas plus, il s'enfuit. 155 000 de dégâts, c'est une partie tout à fait confortable. Une belle victoire. Il reste plus que 4 secondes. 3. On va enchaîner tout de suite sur les... Voilà, on enchaîne tout de suite sur les écrans de la bataille. 4446 points d'XP. 257 en XP libre. Frappe dévaste et gros calibre. 155 000 de dégâts, hein, c'est énorme. 14 torpilles au but. 10 voies d'eau. C'est beaucoup, vraiment beaucoup. C'est une partie d'enfer. Il est évidemment extrêmement bien placé. Il finit premier avec 1757 points d'XP de base. Ce qui est quand même 600 points au-dessus du char Norse qui lui a été coulé. Et à noter qu'en face, c'est Thomas sur son char Norse qui est premier. Assez nettement aussi. Preuve que c'était lui qui était efficace. Alors il a coulé un Gneisenau à Mutsu. On a vu dans quelles circonstances. 12 000 sur le char Norse de Thomas. 23 000 sur un Myoko. 26 000 sur le Ranger. Il a parcouru 88 km, quasiment 89 km. Là, on est vraiment dans du... On a fait une grosse distance. C'était très peu tanké. Et, il a réussi à jouer beaucoup de sa furtivité. 155 000 de dégâts au total, qui s'articule à seulement 1700 au canon. On l'a vu, c'était surtout sur le Ranger. 150 000 de dégâts à la torpille. 96 torpilles dansées. Seulement 14 ont touché, mais bon, c'est le but du jeu, hein. C'est une sur 5, non, une sur 6, on va dire, gros blâme, une sur 6 ou une sur 7. Mais c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup, sachant que je suis en train de regarder, finalement les dégâts à cause de cette section, il n'y a que 24 000. Et ça s'explique par le fait qu'il s'est retrouvé tout seul sur son flanc à un moment donné, tout le monde l'a abandonné, et il a fait la bataille à lui tout seul, quoi, voilà, c'est tout. Hein. Enfin, il n'est pas premium, et son commandant a pris 4587 points d'XP de commandement. Voilà, retour sur le Chiratsuyu, mon Chiratsuyu. Lui, il est intact. Donc, on revient sur cette map estuaire. On a vu qu'elle était vraiment faite pour les DD. On a vu quelles difficultés aussi les destroyers pouvaient rencontrer. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura apporté quelques pistes. Si vous voulez jouer DD ou si vous jouez déjà DD mais que vous voulez vous perfectionner, je pense que Polon peut véritablement vous indiquer la marche à suivre par sa façon de jouer. Alors évidemment, ce n'est pas des choses à reproduire toujours dans votre salon. Hein, il y a des fois, il prend un petit peu trop de risques, mais ce sont des risques calculés et ce sont des risques qu'il prend parce qu'il connaît par cœur son navire et qu'il le maîtrise. Généralement, quand il grind un navire, Polon, il le grind jusqu'au bout, c'est-à-dire il joue que ce navire jusqu'à ce qu'il ait décortiqué tout son gameplay, toute sa façon de jouer. Il ne joue pas une fois ou deux par jour et puis il passe à autre chose. Il essaie de le connaître à fond. Donc ça, c'est ici l'indication que je vous donne. Il faut faire 7, 8, 10 parties dans la journée avec ce navire pour en connaître l'efficacité. Donc, à vous de voir. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et à très bientôt, si vous le voulez bien.